Bienvenue dans ce module. Donc, dans ce module, pour être plus efficace au quotidien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rapide tour d'horizon sur les grands principes de gestion du temps et de gestion des priorités. Regardez aussi un petit peu ce qui existe en termes de méthodologie d'organisation, les méthodologies les plus connues, les avantages et les inconvénients de chaque méthodologie, très rapidement. On va voir aussi quelles sont les techniques pour obtenir une exécution des tâches beaucoup plus efficace. Et avec une petite parenthèse sur la notion de flow. Et puis on verra aussi comment s'immisce un petit peu on va dire le facteur humain là-dedans. Et tout ça pour donner des préconisations, des grandes règles en fait sur lesquelles s'appuyer pour après le prochain module où on verra le système complet simplifié pour être beaucoup plus efficace au quotidien. Donc on va commencer tout simplement avec les grands principes de gestion du temps de suite. Bon, alors on va commencer par un rapide rappel avec tout ce qui est matrice d'Eisenhower qui sépare les choses de la manière suivante. Alors je vais changer de stylo. Tout ce qui est important, avec tout ce qui est urgent. D'accord, donc ça c'est plus urgent, ça c'est moins urgent, ça c'est plus important, ça c'est moins urgent. Donc ça nous fait 4 cases. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement que naturellement, ce qu'il faut faire, c'est de commencer par tout ce qui est important et urgent. Par contre, ce qui n'est pas forcément très intuitif, c'est qu'il faut prioriser avec tout ce qui est important avant de ce qui est urgent et important et pas important. Pourquoi? Parce que sinon on se retrouve toujours avec un problème, c'est que les choses qui étaient importantes mais pas urgentes deviennent importantes et urgentes, et là donc elles passent rapidement là ici, et là ça devient assez critique. Donc l'astuce c'est de commencer toujours par ce qui est important et urgent, et après l'important, et après l'urgent est moins important. Et enfin la quatrième partie, ce qui n'est pas important et ce qui n'est pas urgent, on aurait tendance à essayer de la supprimer. Voilà, donc ça c'est l'idée un petit peu de la matrice d'Eisenhower, aussi appelée matrice 1000 selon certaines écoles. Derrière tout ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder ce truc-là et le regarder d'un autre angle. Donc on va le regarder sous l'angle de Pareto. Donc Pareto, donc ça c'est les fameuses règles des 20-80. Tac, voilà, tac, tac. Alors Pareto il disait quoi? Il disait que simplement, voilà, il y a 20% des efforts qui créent 80% du résultat. Ici c'est 100. Et donc on a une courbe qui est comme ça. Donc, tac, voilà. Donc 20% des efforts produisent 80% des résultats. Ça c'est le principe de Pareto. Et si on regarde ça un petit peu de manière encore un petit peu plus si on regarde ça de manière encore un peu plus comment dire ça, croisée, en fait ce qu'on se rend compte c'est que si on veut avoir 80% des résultats, en fait souvent ça se situe dans ce qui est important, d'accord? Donc ce qui est important ici, c'est 80% du résultat est produit par 20% des efforts. Donc ça veut dire aussi, si on prend le problème par l'autre bout, ça veut dire aussi que tout simplement tout ce qui est urgent, en fait, c'est souvent les 80% qui font que 20% de la valeur. Donc c'est cette zone-là en fait. Donc l'idée c'est quoi? C'est de se dire que quand on fait cette analyse-là comme ça, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'on a deux défis. On a deux défis majeurs quand on veut mieux gérer son temps et mieux gérer ses priorités. Les deux défis c'est quoi? C'est tout simplement de maximiser le temps où on traite de l'important. Hop, donc on essaie de maximiser l'important au détriment de tout ce qui ne l'est pas. Et on essaie de diminuer tout ce qui est urgent et pas important. Ça
Ça paraît simple à dire, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc ça c'est l'idée générale derrière tout ça. Et on va aller encore un petit peu plus loin avec la notion de Pareto pour enfoncer le clou là-dessus. Du coup, le truc avec Pareto, c'est que en gros 20% des efforts donnent 80% du résultat. Et donc du coup, il y a aussi 80% des efforts qui donnent que 20% des résultats. Donc l'idée c'est ça. Et si on va par là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que en gros, on a ça sur le choix, en fait, le choix des actions qu'on va mener. Mais en fait, ce phénomène-là, en fait, il se reproduit aussi sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas comment le dessiner, mais en fait, on va dire qu'il se multiplie par aussi les actions qu'on fait, le choix de la manière dont on réalise les actions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là, on pourrait le traduire de la manière suivante. En gros, si je simplifie, hein, je vais le faire avec ce stylo-là, ce sera peut-être plus clair. Pour un effort de 1, je récolte 4. Et pour 4, je récolte 1. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc on a tendance à encourager cette partie-là, évidemment. Et ça, si on le multiplie par un deuxième niveau qui est le même ici, donc ça c'est le côté mathématique des choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'on a 1 qui devient 16. Donc c'est-à-dire qu'on devient 16 fois plus efficace si on choisit à la fois les bonnes actions et les bonnes manières de le faire. Donc ça c'est primordial. Mais ça veut dire aussi qu'on a l'inverse qui est aussi vrai. C'est-à-dire on peut passer un temps infini pour produire un résultat complètement négligeable. Ça c'est vraiment important dans la logique au-delà des priorités, c'est de la manière dont on les exécute. Donc il y a la manière dont on les choisit, donc on en a parlé un petit peu, et la manière dont on les exécute qui a aussi un rôle essentiel. Et quand on cumule ça, en fait, on peut, entre une personne et une autre, pour un même temps donné, avoir un rapport de 256. C'est-à-dire si on se concentre sur tout ce qui ne sert à rien inutilement, par rapport à ce qu'on se concentre uniquement sur les trucs essentiels et on le fait de la meilleure manière qui soit, on a une différence, alors je ne suis pas sûr de mes calculs, mais en gros de 256. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de levier finalement quand on fait les bons choix. Et donc des fois il vaut mieux je vais être un peu provocateur, mais travailler qu'1 heure par jour, mais vraiment travailler plutôt que de s'occuper pendant 8 heures, avoir eu l'impression d'avoir fait des choses, mais en fait ne pas avoir fait du vrai travail. Donc ça c'est vraiment essentiel dans ce qu'on va voir ensuite, parce que ça sert à rien de se raconter des bobards. Alors c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est vraiment un point essentiel quand on veut mieux gérer son temps et mieux gérer ses priorités. C'est vraiment primordial. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la suite. Et la suite c'est quoi? C'est tout simplement les différentes méthodes qui existent et qui sont un peu basées sur ces principes-là. Alors dans les méthodes, on a la GTD, la fameuse Getting Things Done de David Allen. On a la version simplifiée de la méthode qui est la ZTD, donc Zen to Done de Leo Babauta. On a priorité aux priorités de Stephen Covey. On a aussi Super Focus de Foster, je crois qu'il s'appelle le gars, mais je ne me souviens plus. Super Focus. On a, alors j'ai pas la place, mais on a aussi, du coup, je vais le mettre en dessous là. On a aussi la notion de to-do list, tout simplement. To-do list. Ça, c'est la partie, c'est juste simplifié. Après, on a la notion aussi, par exemple, de calendrier. Ça dépend de ce qu'on veut faire, de calendrier hebdomadaire, c'est avec des routines en fait. On a aussi, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Aussi la feuille de route quotidienne, donc la feuille de route quotidienne. Et on en a tout un tas de comme ça, de méthodes qui existent et qui permettent d'aller plus loin. Alors le secret de toutes ces méthodes, je vais le dire de suite parce que je ne suis pas un expert, enfin j'en ai testé la plupart, c'est pour ça que je peux en parler.
En fait, toutes ces méthodes ont un secret. Le secret, c'est qu'elles fonctionnent toutes à partir du moment où on les applique. Après, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres, mais voilà. Donc le secret, c'est qu'elles fonctionnent toutes et qu'il faut, qu'il faut faire son choix et voir même, à mon avis, l'une des clés de productivité, c'est de devenir capable de jongler de l'une à l'autre et d'être capable de dire bah tiens je passe là, puis en fait finalement il faudrait que je passe plutôt ici, et en fait finalement non, ça serait plus simple que je passe là, puis finalement je vais passer ici, puis après je vais me dire ben non, finalement je vais passer là, puis après peut-être ici, puis après peut-être ici, et peut-être ici que vous aurez en fait finalement la logique du papy Jedi dont je parle dans le prochain module. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, la GTD, ce qu'elle va me permettre, l'un des points forts de la GTD, c'est le process qu'elle propose de traitement des tâches. Il y a un process systématique. Alors moi, que j'appelle 2M4D, mais c'est pas comme ça qu'il l'explique. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire... donc là, il y a une vidéo aussi que j'avais fait sur les mails là-dessus. Mais en gros, on a 2 minutes pour... si l'action est faisable en 2 minutes, on le fait de suite, sinon on la fait plus tard. Et dans ces actions-là, soit on archive directement l'action, soit on la fait et on l'archive, soit on peut la déléguer, soit on planifie un moment plus tard, soit on la met dans une liste de choses à faire. Voilà l'idée du process. Après, le problème de la GTD, c'est que ça repose sur beaucoup de listes de choses à faire par contexte, c'est-à-dire par lieu, est-ce que vous êtes dans ton ordinateur, est-ce que tu es en voiture, est-ce que tu es au téléphone, etc., etc. Donc par contexte, ou par typologie d'activité, et ça devient vite une usine à gaz. Et donc, par exemple, la ZTD, donc la Zen to Done, qui est la version un peu simplifiée de Getting Things Done, elle s'appuie un peu plus sur la partie les différentes étapes du process de la GTD, mais simplifier et faire en sorte de rendre ces étapes principales, de les rentrer dans des routines quotidiennes. Donc ça c'est vraiment important parce que ça s'appuie plus sur les habitudes et donc du coup ça est de manière simplifiée. Donc ça permet de faire ça un peu plus simple. Au niveau de priorité aux priorités de Stephen Covey, lui il explique notamment de partir d'un objectif et puis de le décliner et de conserver cette vision forte en soi pour avoir de la motivation. Donc ça c'est une des clés aussi. Super Focus, c'est une liste de choses à faire qui est globalement très très simple. C'est une to-do list qui tourne et puis on fait les choses qui nous viennent au moment à partir de ce qu'on a envie de faire dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a listé. Et il y a un mécanisme de revue en permanente de sa liste qui permet d'être un peu efficace. Après, il y a les to-do list classiques où il y a les listes des choses à faire. Il y a le calendrier qui est systématique et qui consiste à réfléchir, à se poser, à se dire quelles sont les actions, les activités qui sont à valeur ajoutée et comment je peux planifier ces actions-là au détriment de tout le reste. Il y a la feuille de route et se dire voilà, quelle est ma priorité de la journée, qui je vais contacter aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, et décider ça le matin ou la veille, l'avant-veille, et puis exécuter ça la journée. Voilà, donc il y a tout un tas de méthodes comme ça qui sont toutes bonnes. Certaines sont plus difficiles à mettre en œuvre et souvent on bloque parce que très rapidement, quand on est on a moins de temps, des fois on ne peut pas se permettre de passer du temps à gérer son propre système, donc ça devient un peu compliqué. Et il y a aussi une clé là-dedans que je n'ai pas parlé, c'est que la plupart s'appuient sur une revue hebdomadaire qui permet de remettre un peu le système à plat à chaque fois. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi comme principe. Donc voilà un petit peu les grandes méthodes qui existent. Moi je mettrai des liens vers les bouquins références là-dedans dans ton espace membre, mais voilà, il y a plein de trucs là-dessus. Tout ça pour dire que
pour moi, il y a tout un tas de méthodes pour mieux s'organiser. Elles sont toutes efficaces, mais le fait de s'organiser, c'est pas le seul problème. Il faut aussi être capable d'exécuter de manière efficace ce que vous avez décidé. Donc là, vous allez avoir toute une panoplie de systèmes si vous regardez tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est un système beaucoup plus simplifié que la plupart de celles-là. Mais l'idée, c'est de bien choisir ses priorités pour pouvoir après les exécuter. Donc les exécuter au mieux, c'est ce dont on va aborder maintenant. Donc côté exécution, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses assez simples à mettre en œuvre. La première, c'est de se souvenir du 20-80, de la deuxième partie du 20-80, et de bien comprendre que pour un même résultat, en fait, donc si on a fait le choix déjà des bonnes priorités, comme on l'avait dit là sur les 20-80, il y a aussi le choix de la bonne manière, parce qu'il y a plusieurs manières de faire d'obtenir un même résultat, et donc l'idée c'est d'essayer de trouver la meilleure manière de faire ce résultat-là. Donc ça vaut le coup de temps en temps de se poser 2 minutes plutôt que de se lancer dans l'action à fond la caisse, de se demander, ok, est-ce qu'il y a une manière plus simple et plus efficace de faire ce que je vais m'attaquer à faire de manière à être plus efficace. Et à ce moment-là, ça peut donner des idées et permettre d'aller plus vite. Pour autant, il y a aussi d'autres manières entre guillemets, de hacker son système. La première, c'est la notion de la loi de Parkinson. Alors, rien à voir avec la maladie. Hein. L'idée, c'est que en fait, le temps qu'on met à exécuter une tâche dépend du temps qu'on a alloué à cette tâche. C'est-à-dire que si on se donne 3 heures pour faire une tâche, on mettra 3 heures pour faire la tâche. Si on se donne plus qu'1 heure pour faire la tâche, il y a de fortes chances qu'on n'y passe que 1 heure ou 1h10. Si on se donne qu'un quart d'heure, il y a de fortes chances qu'on y passe peut-être 20 minutes maxi. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est et souvent, quand on se challenge comme ça, on trouve notamment des solutions ici un peu plus innovantes pour exécuter. Donc ça a un impact important pour être plus efficace. Donc on peut utiliser la loi de Parkinson. Et puis il y a aussi au-delà de ce phénomène-là, il y a une notion aussi, alors je ne sais pas si je vais l'aborder après ou maintenant, moi je vais l'aborder maintenant. Il y a une notion de flow. Alors là, je ne vais pas arriver à prononcer le gars qui a théorisé ça, mais en gros, on est très efficace et en plus ça nous rend heureux quand le challenge est juste à hauteur de nos compétences, voire juste un tout petit peu au-dessus. Donc l'idée c'est d'arriver à quand on a un truc de pénible à faire, de se challenger juste assez pour que ça devienne trouver un angle d'attaque qui permette que ça soit challengeant, et quand c'est assez trop difficile, de redécouper le sujet en étapes plus intermédiaires qui sont, elles, faisables et juste challengeants à notre niveau, quoi. Donc ça c'est aussi un truc pour hacker son fonctionnement et éviter la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre au lendemain. Quand on a un truc et il nous semble trop gros, évidemment on est un peu trop impressionné, donc on hésite et du coup on s'occupe à faire d'autres tâches qui sont plus annexes. Donc l'idée c'est plutôt que de s'occuper des choses annexes, ok, s'occuper des choses importantes, mais d'une manière plus appropriée et moins impressionnante. Donc il faut commencer en gros par les choses qui sont plus faciles. Et là-dessus, il y a aussi une méthode qu'on appelle la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, qui elle consiste à se lancer dans une tâche pendant 25 minutes non-stop, donc sans interruption, sans autre chose. Et une fois qu'on a fait ces 25 minutes, prendre 5 minutes de pause. Voilà, et on peut faire 4 cycles comme ça, et puis après s'arrêter pendant 25 minutes, je crois, etc., etc. Et donc on enchaîne les cycles comme ça, de manière à être beaucoup plus efficace. Ça évite, ça a deux vertus, ça évite de se distraire par d'autres, se faire distraire par d'autres tâches, et puis ça nous met dans ce fameux état de flow qui génère de l'hyper-performance et en plus un sentiment de bonheur, quoi. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc
comme je le disais, c'est un rapide tour d'horizon. Si vous voulez creuser chacune de ces notions, ben, je vous invite à le faire. Il y a des bouquins entiers là-dessus, il y a des sites internet, il y a des articles. Voilà, mais là déjà, ça vous donne déjà des bonnes bases pour démarrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser 5 minutes parce que le cours de ma fille a terminé. Donc je vais aller la récupérer et puis je finirai ce module-là un peu plus tard, quand j'aurai de nouveau un petit peu de temps à y consacrer. Merci. Ok, on reprend. Concernant la partie Pomodoro, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est l'importance de la concentration. Alors, dans l'état de flow, ça a aussi une grosse importance, mais c'est l'idée, clairement, que on est beaucoup plus efficace quand on est concentré sur une tâche. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la méthode Pomodoro, elle recommande de faire des sessions de 25 minutes, puis de faire 25 minutes de pause. Alors là, je vais schématiser ça par un petit hamac. Donc 5 minutes, puis etc. 25, re-hamac, d'accord, etc., etc. Donc ça, c'est la partie Pomodoro. Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est surtout le fait de se concentrer sur une tâche, et une seule à la fois. Et pourquoi? Alors je vais essayer d'illustrer le truc. C'est que ce qui se passe, c'est qu'en gros la concentration, en fait, c'est un petit peu comme, je sais pas, un diesel. C'est on met un peu de temps à démarrer et à chauffer en fait. On arrive rapidement, alors peut-être que c'est comme ça. On arrive rapidement, alors je vais essayer d'effacer ce truc-là. Tac, voilà. On chauffe doucement et on arrive à un palier où on est hyper concentré, hyper efficace. Et passer un seuil, ça redescend. D'accord? Et si on fait rien, en fait, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et ça redescend, voilà, ça redescend assez faiblement. Donc ce qui se passe, c'est que si on fait comme ça, ben, en fait, on coupe ici et on reprend ici, en fait, on reprend ici avec quelque chose comme ça, puis on recoupe, puis on reprend. Voilà, ça c'est notre niveau de concentration. Et les 5 minutes, elles permettent de se régénérer. Parce que sinon, effectivement, on a ce qu'on va dire la courbe pas de l'oubli, mais la courbe de la déconcentration ou de la fatigue mentale, on va dire. Et donc ce qui se passe, c'est que si on laisse faire la nature et qu'on reste constamment scotché sur des activités, ce qui se passe, c'est que en gros, en moyenne, notre concentration moyenne, elle se situe par là. Alors peut-être un petit peu au-dessus, mais vraiment très très basse par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir. Quand on fait des pauses régulièrement, ce qui se passe, c'est que la moyenne, en fait, elle se situe plutôt ici parce qu'on a le temps de se régénérer. Donc on est beaucoup plus efficace quand on prend des pauses. Alors je sais que c'est contre-intuitif, je sais que beaucoup de gens croient que prendre des pauses, c'est ne pas travailler, mais en fait, ça dépend du type de tâche. Si vous faites des types de tâches à la production, c'est sûr que quand vous ne bossez pas, vous n'êtes pas productif. Mais par contre, pour tout ce qui est tâches intellectuelles et tout ce qui requiert un minimum d'attention, ben là c'est exactement l'inverse en fait ce qui se passe. C'est que si vous ne prenez pas assez de pause, ben, de suite vous êtes beaucoup moins efficace. Alors, je sais que c'est contre-intuitif, mais moi je vous recommande sincèrement de prendre des pauses parce que en plus ça va vous permettre, ça a d'autres vertus qu'on verra aussi au module 3. J'entrerai un petit peu plus dans le détail certainement. Mais c'est vraiment important et c'est aussi la base de la méthodologie que je propose, en fait, du mindset. J'appelle ça plutôt mindset, c'est l'état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est commun à toutes les méthodologies, mais c'est souvent pas expliqué ou, je veux dire, c'est peut-être expliqué dans une page sur les 300 pages de chacun des livres qui est cité au-dessus. Donc c'est quand même dommage parce que c'est quand même ça qu'il faut vraiment pas perdre de vue. Donc ça, c'est le premier phénomène de l'intérêt des pauses. Et l'autre combat aussi, puisqu'on avait deux défis qui étaient de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter de se concentrer sur ce qui n'est pas intéressant et pas important. L'autre défi aussi, c'est que quand on a notre courbe de concentration, comme ça là, dans le temps, donc ça c'est le temps, pardon, j'ai oublié de le dire, et donc ça c'est la partie, on va dire, la manière dont on est efficace. Le truc c'est que ça c'est vrai que si on est concentré sur une seule tâche. Mais très souvent ce qui se passe c'est qu'on a des interruptions ici, et puis on a des interruptions de manière assez aléatoire, mais
Par exemple, si on regarde tous les emails, toutes les notifications, tous les gens qui nous appellent au téléphone, tous les collègues, etc. Donc on a des interruptions comme ça. Et à chaque interruption, on repart à zéro. D'accord? Donc on a quelque chose qui est comme ça, sauf que là où on est efficace, c'est ici. Alors je vais essayer de colorier ça comme ça. Donc on est efficace cette colonne-là. Et on reprend à zéro, et on reprend ça, et on reprend ça, et on reprend ça, et on reprend ça, etc. etc. Ce qui se passe quand on se laisse interrompre en permanence, soit par les urgences, soit par toutes les tâches qui arrivent, ce qui se passe, c'est que la moyenne de la concentration et donc de notre efficacité, c'est pareil. Elle est complètement hachée par ça. Et donc, là encore, il y a deux défis qui sont encore présents. C'est de limiter les interruptions. Le premier, c'est de limiter les interruptions. Donc on verra qu'il y a des moyens de le faire. Et puis, parce que ça a vraiment un énorme impact sur la productivité. Et puis aussi d'utiliser les pauses et d'utiliser dans les créneaux de travail, de caser les choses importantes. Voilà, ça c'est vraiment la base pour arriver à être concentré sur l'essentiel et pas et limiter un petit peu tout ce qui en fait qui tue votre productivité naturelle parce qu'en fait on est très très productif dans l'état de flow, mais par contre étant donné que soit on s'épuise à la tâche, soit on se laisse interrompre en permanence, soit mécaniquement on est en fait il y a aussi une problématique sur les interruptions, c'est qu'il y a un phénomène d'addiction en fait. On est addict soit à son téléphone, soit au SMS, soit enfin voilà, par exemple quand il y a un coup de fil, il y a votre téléphone sonne, vous êtes en train de discuter avec un collègue, ce que vous allez faire c'est répondre au téléphone parce que celui-là on a l'impression qu'on va pas pouvoir revoir l'appel alors que le collègue est à côté, et donc en fait on interrompt à la fois le collègue, on interrompt son travail et puis ainsi de suite. Donc et puis si vous êtes en train de discuter, ça se trouve vous allez vous voir que vous avez un mail qui tombe, en même temps vous allez essayer de le lire, enfin, vous allez faire du multitâche. Et là encore c'est contre-intuitif, mais c'est reconnu que le multitâche est moins efficace que le monotâche en termes d'exécution et de concentration. Donc voilà, donc soyez vigilants à tout ça, enfin soyez vigilants à tout ça. Là déjà il y a déjà des bonnes bases pour, même sans un autre système que ces principes-là, être beaucoup plus efficace et travailler du coup beaucoup moins, de manière beaucoup plus agréable et à la fois beaucoup plus efficiente, beaucoup plus productive. Donc voilà pour les notions que je voulais aborder. Mais il y a aussi un autre problème là-dessus, c'est que tout ça, ça supposerait qu'on soit un robot. C'est-à-dire qu'on soit capable, en tant qu'être humain, d'être un robot. Et c'est pas du tout le cas en fait. On n'est pas des robots du tout. Donc ça, c'est des principes qui seraient applicables si on était vraiment des robots. Mais en fait, on n'est pas des robots. Et notamment, on va voir quelque chose de très important maintenant, c'est qu'est-ce qui caractérise qu'est-ce qui te caractérise, qui me caractérise, et qui fait que en fait, tous ces principes-là, il faut arriver à les adapter en fonction du moment où on les utilise, comme on va le voir maintenant. Donc le truc, c'est qu'on va parler du facteur humain. Le facteur humain, voilà. Donc voilà, donc le facteur humain, qu'est-ce qu'on va raconter? Il y a deux choses qu'il faut vraiment bien avoir en tête, pour moi. C'est que on a des rythmes, on va dire biologiques, naturels, au niveau quotidien, donc au niveau de la journée, à l'échelle de la journée, mais aussi on a des rythmes plus longs, on va dire au niveau mensuel, on va dire. Alors, je dis mensuel, j'ai pas dit menstruel, hein. Mais voilà, l'idée c'est quoi? C'est que dans la journée qui, admettons, démarre à 0h jusqu'à 24h, on a des phases où on est plus ou moins efficace. Certaines sont plus du matin, certaines sont plus de l'après-midi. Généralement, après manger, on a un coup de barre. Donc, on peut,
pendant qu'on dort, on va dire qu'on n'est pas hyper efficace. Après, il y a des gens qui sont très efficaces en fin de matinée. Voilà. Il y a un léger descente entre midi et 2. Il y a lié notamment à la digestion. Puis après, il y a un regain d'énergie à partir de 16 heures. Et ça repart. Donc ça, c'est le truc un peu classique. Alors je crois que ça s'appelle le rythme circadien. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens, ils ont un rythme qui est plutôt efficace plutôt ici. D'autres qui sont plutôt efficaces très tôt le matin. Bon. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est de se dire qu'effectivement, on a chacun des rythmes qui sont différents. L'idée, c'est de les connaître et d'essayer de caler les actions importantes dans les moments où on est vraiment les plus efficaces. Donc ça ne sert à rien de faire des trucs difficiles au moment où, par exemple, moi je ne suis pas du matin. Si je commence à faire des trucs compliqués le matin, non seulement je risque de faire des erreurs, mais en plus je ne vais pas être efficace et je vais y passer la matinée, parce que, alors que je pourrais y passer que 1 heure au bon moment de la journée. Donc l'idée c'est de se connaître et ici et d'être capable de mettre les tâches qui sont importantes dans ces créneaux-là. Et les moments où vous avez des moments un peu de moins forme, ben faire les choses qui ont moins de valeur et et qui sont souvent obligatoires, que vous n'avez pas pu éliminer autrement. Donc ça, c'est cette partie-là. Pareil, il y a une parenthèse là-dessus. En gros, il y a l'histoire de la valeur et de la non-valeur. Donc il y a des activités qui vont générer de la valeur et d'autres qui ne vont pas générer de la valeur. Celles qui vont générer de la valeur, ben, très bien, parfait, multipliez-les, faites en sorte, enfin voilà. Et celles qui n'apportent pas de valeur, il y a deux solutions. Soit c'est obligatoire et vous ne pouvez pas passer contre, soit vous pouvez l'éliminer, le supprimer, le réduire, etc. Et là, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, c'est ça le principe. Souvent qu'on utilise dans tout ce qui est lean manufacturing, c'est d'essayer de maximiser la valeur. Donc je le marque les mots-clés, hein, lean manufacturing. Donc ça c'est sur la partie valeur. Voilà, hop, je vais effacer ça. Donc ça c'est au niveau du rythme du jour. Le rythme du jour, il est là. Il faut se connaître et adapter les tâches en fonction de son rythme. Donc ça c'est le facteur humain, on n'est pas des robots et donc effectivement il faut être conscient de ça. Mais il y a aussi un rythme au niveau mensuel qui est beaucoup moins connu. Je crois qu'ils appellent ça biorhythme, si on veut chercher sur internet. Et là c'est assez surprenant, mais apparemment, alors c'est une théorie comme une autre, mais en tout cas moi j'ai pu le vérifier et je pense que chacun peut le vérifier dans son quotidien. Il y aurait un rythme intellectuel. Il y aurait un rythme, on va dire, émotionnel. Peut-être pas les bons termes, hein, je ne suis pas un expert du truc. Et un rythme physique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rythme intellectuel qui oscille sur une fréquence de 23 jours. Émotionnel, je crois que c'est 28. Donc ça correspond aux lunes et puis aussi à certains rythmes de mesdames. Et 33 jours sur la partie physique. Non, c'est l'inverse. C'est 23 ici et 33 sur l'intellect, je crois. Bon, à vérifier. Mais je crois que c'est 33 et 23 ici. Hein. Autant pour moi. Généralement, je les mets dans l'autre sens. L'idée, c'est quoi? C'est que ces rythmes-là, alors je vais essayer de dézoomer un petit peu. Oula, ça fait... Ok, le facteur humain ici. L'idée, c'est quoi? C'est que sur ce truc-là, sur une échelle de temps, donc admettons qu'aujourd'hui on soit on soit ici, et il y a un rythme là, donc là il y a 23 jours, là il y a 28, là il y a 33. L'idée c'est quoi? C'est que, admettons que vous ayez un rythme qui démarre ici, ben, vous allez avoir quelque chose qui fait comme ça sur 23 jours. Vous allez avoir autre chose, un rythme qui va faire comme ça, un autre qui va faire comme ça sur 28, et puis un autre enfin qui va faire quelque chose comme ça sur 33. Ce qui se passe sur cette théorie-là, c'est qu'ils expliquent en fait qu'à chaque fois qu'on change de rythme sur cette courbe-là,
Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Ici, 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 etc. Ils appellent ça des jours critiques. Et en fait, si on prend un peu de recul, il y a bien des jours en fait où on n'est pas du tout, voilà, on n'a pas de forme, on a un coup de barre, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas trop l'expliquer, que ce soit au niveau physique ou des fois on n'y pipe rien au niveau intellectuel, ou des fois on est susceptible, on ne sait pas trop pourquoi, c'est pas parce qu'on n'a pas dormi ou machin. Des fois il y a des raisons, mais là il y a des trucs, c'est pas clair, mais on sent bien que c'est pas un jour de pleine forme, quoi. Et ben ces jours critiques. Si on l'expérimente, donc moi je m'étais amusé à expérimenter ça pendant 3 mois, à faire un relevé, à essayer de juger un petit peu de mon état émotionnel, physique, intellectuel chaque jour. Et je m'étais rendu compte que ces cycles-là, en fait, effectivement, ils apparaissent assez nettement sur le relevé que moi j'avais pu faire. Donc moi, l'enseignement que j'en ai gardé simplement, parce que je ne suis pas en permanence en train de regarder ce truc-là, mais c'est d'être capable de se dire, ah tiens, aujourd'hui, je ne suis pas trop en canne, je vais adapter mes activités. Je vais adapter mes activités, par exemple, voilà, quand je n'arrive pas à réfléchir, que j'ai des sujets à réfléchir, ou que je sais que je ne vais pas y arriver, la clé, c'est d'adapter ces activités. Et donc, il y a peut-être des choses que je vais faire du rangement quand ces activités à son rythme. Alors, c'est pas toujours facile à faire, mais il faut apprendre à repérer ça. Parce que c'est vraiment un facteur d'efficacité important. Ça sert à rien, vraiment à rien, de s'épuiser à la tâche dans un truc, voire à faire quelque chose mal, par exemple, quand on a une tâche intellectuelle à faire, par exemple, et à le faire mal parce que vous allez devoir revenir dessus plusieurs fois et recommencer, alors que la même tâche, à un autre moment, vous allez pouvoir l'exécuter de manière beaucoup plus efficace. Et puis il y a des tâches qui ne nécessitent pas, par exemple pour l'exemple intellectuel, pas une grande forme intellectuelle, par exemple du rangement, bête, et que vous devez faire, faites-le au moment où vous n'avez pas l'énergie pour d'autres choses plus importantes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment aussi une clé importante, c'est de se connaître et d'identifier les moments où vous pouvez faire certaines activités et d'autres pas, quand c'est possible. Il y a des moments où vous ne pourrez pas, mais il y a des moments où vous allez pouvoir vous adapter, et ça c'est vraiment une clé importante aussi pour être plus efficace au quotidien. Voilà, donc on arrive au terme de ce premier module où on a vu les grands principes, donc là je fais un sablier, de la gestion du temps. On a vu ensemble comment gérer les méthodologies qui existent là-dessus. Méthodologies qui permettent d'optimiser la manière de s'organiser. Donc on a vu GTD, ZTD, priorité aux priorités, super focus, etc. etc. Il y a plein de méthodologies. Elles fonctionnent toutes, il suffit de les utiliser. Moi, ce que je vous propose, c'est une version simplifiée de cet ensemble-là, qui est compatible avec chacune de ces méthodes et qui aussi permet en mode, je ne sais pas comment on peut dire, mais pas secours, mais en mode pompier, de pouvoir complètement basculer d'un système à l'autre et aller vraiment à l'essentiel grâce à on va dire, ce mindset, cet état d'esprit qui permet d'occulter tout ce qui ne sert à rien et de se concentrer uniquement sur ce qui sert, et puis de le faire de la manière la plus optimale possible. Et ça, si on prend cette habitude-là, forcément, on peut travailler beaucoup plus efficacement, on peut aussi travailler beaucoup moins, et tout en obtenant beaucoup plus de résultats, sans avoir des systèmes avec des listes de tâches interminables, des trucs où on ne sait pas quand est-ce qu'on aura fini. Là, non, c'est pas du tout le principe. Ça permet d'être content de soi à la journée, d'en profiter, d'être efficace en multipliant le nombre de fois où dans la journée on est dans l'état de flow, en diminuant les interruptions. Et voilà, c'est vraiment un résumé de bonnes pratiques et surtout comment on applique ça au quotidien de manière simple, claire, efficace. Donc ça, on va le voir dans le module 2 et plus en détail. On a vu au niveau de la méthodologie comment exécuter mieux, donc sur la partie exécution, pour améliorer son exécution et être beaucoup plus efficace. Voilà, donc ça c'est la partie exécution. Donc on a vu la partie Pomodoro sur les sprints, sur la notion de pause qui est vraiment importante. Et puis
cette notion de concentration qui permet, ben voilà, je viens de l'expliquer, donc je ne vais pas le réexpliquer, mais qui est vraiment clé aussi dans la partie productivité. Donc ça, et on a vu aussi la partie sortir des interruptions, essayer voilà, de manager ça du mieux possible. Et on a vu aussi que cette exécution-là, en fait, il faut l'optimiser parce qu'on n'est pas des robots par rapport à son état, et donc il faut adapter à son rythme personnel en fait. Donc ça c'est vraiment voilà les piliers un petit peu de la gestion du temps et des priorités. Et donc du coup, si vous rentrez dans ce cercle vertueux qui est ici, forcément vous allez, tu vas tout simplement décupler tes résultats par rapport à aujourd'hui, parce que ici tu vas avoir un certain nombre de choses qui vont rentrer dans des process automatiques, des habitudes, et donc ça va devenir des automatismes. Sur la partie priorité, tu vas peut-être être euh, dans le choix de tes priorités, tu vas peut-être être 4 fois plus efficace avec le 20-80, d'accord. Sur la partie méthodologie, tu vas pouvoir gérer ton système. Sur la partie exécution, tu vas être aussi 4 fois plus efficace avec la méthode des 20-80, mais surtout sur la partie Pomodoro, concentration, etc., en évitant finalement tout ce qui t'empêche d'exprimer ton potentiel naturel. Donc ça, c'est cette partie-là. Et puis, en adaptant tout ça par rapport à ton rythme personnel, c'est-à-dire que ce soit le rythme du jour ou le rythme de la semaine, enfin du mois, l'état dans lequel tu vas forcément choisir des activités de plus en plus optimiser en fait le choix de tes activités par rapport à ton niveau d'énergie, et surtout te focaliser sur ce qui va t'apporter, quoi. Et générer notamment aussi sur la partie exécution des challenges qui vont te trouver des manières plus efficaces de faire. Et quand tu rentres dans ce cercle vertueux là, c'est difficile d'en sortir. En fait, on s'en rend compte très rapidement quand on en sort. On procrastine, on fait des trucs un peu, on s'occupe en fait. Et dès qu'on se fait un peu rattraper par le temps, ou parce qu'il y a une échéance ou un truc, ou etc., dès qu'on a besoin, on re-rentre dans ce cercle-là. Et là, on abat un boulot phénoménal en très très peu de temps. Donc, et plus on le fait souvent, plus on en prend l'habitude, et plus ça devient un plaisir de le faire. Et finalement, plus ça devient naturel, et on s'aperçoit plus du tout qu'on fonctionne comme ça. Et le truc, c'est que après, c'est dans le commentaire des gens qui sont autour qu'on se rend compte que même quand nous, on a l'impression de fonctionner à 20% de son régime naturel, ou à 30%, on est déjà largement au 100% des gens qui sont autour de nous, parce qu'ils n'ont pas forcément cette manière-là de fonctionner. Donc voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais partager avec toi comme principe à la fois de gestion du temps, de méthodologie, d'exécution, d'adapter à ton rythme personnel. Je pense qu'avec déjà tout ça, tu as beaucoup de notions, tu peux aller chercher d'autres ressources complémentaires, mais tu as déjà de quoi faire pour améliorer encore ta gestion du temps, ta gestion des priorités, tes méthodologies, ton exécution, faire ça de manière adaptée à ton rythme personnel, et commencer à générer l'habitude de ce cercle vertueux avec, avec aussi la possibilité de faire une revue régulière là-dessus pour prendre un peu de recul par rapport à comment tu fonctionnes, et continuer à améliorer la manière dont tu fonctionnes. Voilà, j'ai assez parlé pour ce module. Je te remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Je te retrouve dans le prochain module où je t'explique toute la méthodologie en détail, très résumé, et surtout, donc là ça sera un module plus concret, et on va expliquer la méthodologie rapidement et comment l'implémenter, et puis on met sur pause et on le fait. Voilà, donc à dessus dans le deuxième module.